Monsieur Pierre Jacques, on vous écoute. Cher maître. Bien, chers amis, d'abord dire deux mots sur le lieu et les gens, puisque Paris c'est un vieil ami que j'ai eu le plaisir de connaître dans la vie politique, la vie civique, mais aussi dans la vie militaire, puisque dans des circonstances qu'il n'a pas oubliées, j'ai pu le nommer à la tête d'une division blindée, prestigieuse, et à l'égard de laquelle un certain nombre d'officiers, mais pas tous, considéraient que beaucoup de gens pouvaient commander la deuxième DB, mais sûrement pas lui. Et quand j'ai consulté Mitterrand en lui disant « je ne sais pas si ça fera des remous, mais ce serait quand même tout à fait justifié et je ne le ferai pas sans votre accord, parce que quand on est ministre de la Défense, on n'est pas grand-chose. Le chef des armées, c'est le chef de l'État, donc... Et il m'a dit, bien sûr, si vous commencez à les écouter, voilà. Enfin, donc c'est un bon souvenir. Il se trouve que pour moi, la deuxième DB, c'est aussi autre chose. Enfin, mais je crois ici, tout le monde n'est pas plus jeune que moi. Donc, deuxièmement, le lieu, c'est un endroit où, avec Charles Hernu et quelques autres, nous avons eu des rencontres, des réunions qui ont véritablement préparé le rassemblement des forces de gauche qui a amené, après les élections de 65, des rapprochements, des discussions. C'était un lieu de débat important, donc ça fait longtemps, oui. Alors, donc, j'ai été invité par Paris à l'occasion de la sortie d'un livre que j'ai publié récemment, et qui est un livre pas épisode, mais un peu un livre qui a commencé d'une certaine façon, qui a évolué autrement en raison de la loi de mars 2009 qui m'a littéralement horrifié. C'est la loi qui a transféré le pouvoir de nommer les présidents des sociétés de radio et de télévision publiques, transféré ce pouvoir du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui en avait la charge depuis longtemps, ou d'un organisme comparable avant le CSA, transféré au président de la République, ce qui était une décision incompréhensible, et que de façon incompréhensible, le Conseil constitutionnel, pas loin d'ici d'ailleurs, parce que c'est plein de mauvais... Il y a des bons souvenirs ici, il y en a de très mauvais là-bas. Le Conseil constitutionnel ne m'a pas suivi, et nous n'avons été que deux à voter pour la censure de cette disposition. J'insiste là-dessus parce que on vient de voir la révocation de 2 caricaturistes de France Inter, de humoristes. Oui. Eh bien, ce n'est qu'un début. Comment? Non, mais je parle de ça parce que c'était hier. Le retour à un système, non, c'est pas l'ORTF, mais un système de contrôle direct du pouvoir politique sur la télévision publique. Le commentaire d'un certain nombre de gens, y compris, je ne sais pas si c'est Val ou si c'est S qui a dit il n'est pas normal que la radio, l'actionnaire soit si maltraité par les journalistes. La vision de l'actionnaire transformant la télévision publique en fond une société anonyme où l'actionnaire, comme il dit, bon, en mars 2009, lorsque cette question est venue devant le Conseil constitutionnel, j'ai plaidé pour la censure, je les ai tous convaincus, mais tous n'ont pas voté selon leurs convictions. En vérité, au fond, tout le monde pensait que c'était absurde, incohérent, régressif, que ça mettait la France dans une situation incroyable par rapport à son passé, par rapport aux dizaines d'années, par rapport aux autres pays d'Europe, etc. Mais la décision qui a été prise n'a pas été de censurer cette disposition qui n'était pas dans le projet de loi initial. Elle n'était pas dans le projet de loi initial. Pourquoi? C'est une supputation, mais ça me paraît évident, parce qu'un projet de loi est soumis au Conseil d'État, le Conseil d'État aurait évidemment souligné que c'était une disposition aberrante
il l'aurait critiquée. Elle n'était pas dans le projet de loi initial. Elle a été introduite par amendement. Et donc, cette séance-là, j'ai déposé ma proposition, ma contre-proposition de censure. Je l'ai argumenté facilement. D'ailleurs, si certains d'entre vous avez mon livre là, je publie en annexe à ce livre des extraits de la jurisprudence constante depuis 25 ans du Conseil constitutionnel, à savoir que la nomination des présidents de sociétés d'audiovisuel public par une autorité administrative indépendante est une garantie du pluralisme, de la liberté, de l'indépendance des médias. C'est répété, c'est radoté par le Conseil constitutionnel pendant 25 ans. Je leur dis, mais vous ne pouvez pas vous dédire par rapport à ça. Vous pouvez d'autant moins vous dédire, on est en mars 2009, qu'en août 2008, il y a une réforme constitutionnelle qui a modifié l'article 34 de la Constitution qui définit les domaines de la loi pour mettre en tête des énumérations de l'article 34 de la Constitution que la loi fixe les règles concernant la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias, ce qui veut dire qui a introduit cette dimension de valeur constitutionnelle de la liberté, de l'indépendance et du pluralisme des médias. Et je leur ai dit, voilà ma contre-proposition, voilà mon opinion qui est différente, j'ai l'impression, de celle qui semble se préparer à avoir la majorité. Et donc, Monsieur le Président, j'ai dit à Debré, je vous demande de la publier, comme on le fait en Allemagne depuis 50 ans, comme la Cour suprême des États-Unis vient de le faire dans une affaire très importante où Obama s'est fait battre. On sait quels sont les 5 juges de la Cour suprême des États-Unis qui l'ont battu par rapport aux 4 qui étaient minoritaires. Comme la Cour européenne des droits de l'homme le fait depuis sa fondation, je vous demande de publier. C'est pas parce que je suis privé de brochette que vous devez... Et donc j'ai dit à Debré, je vous demande de la publier. À ce moment-là, il m'a dit, je n'ai pas le droit, c'est pas prévu, c'est pas suite. Et écoutez, je lui ai dit, je vous dis, cette opinion sera publiée par vous ou par moi, par vous dans les jours qui viennent ou par moi ultérieurement, mais j'ai décidé. Alors à ce moment-là, et c'est ce que j'ai fait, c'est en effet le chapitre 9 de mon livre où j'expose et j'argumente de façon sans doute irréfutable, puisqu'au jour d'aujourd'hui, elle n'a encore jamais été réfutée. Mais j'avais un autre livre qui était en préparation, qui sont les 6 premiers chapitres de ce livre, qui en comprend 9. Les 3 derniers sont liés à mon activité et à mes consternations au Conseil constitutionnel, mais les 6 premiers étaient liés, alors là je me permettrai de corriger légèrement le général Paris, pas à l'éthique dans l'exercice du pouvoir, pas uniquement parce que les 3 premiers chapitres, je n'exerçais aucun pouvoir, j'étais un jeune sous-lieutenant en Algérie, où j'étais un jeune auditeur à la Cour des comptes, où j'étais un jeune fonctionnaire, et là je n'étais pas dans l'exercice du pouvoir, j'étais dans l'exercice de fonctions publiques, mais dans une hiérarchie qui, à plusieurs reprises, me mettait devant des cas de conscience. Donc ça, c'était pas l'exercice du pouvoir. Mais il est vrai que les 3 chapitres suivants, c'est dans la vie politique, où là, c'est par rapport à l'exercice du pouvoir, comment on s'arrange pour concilier, comme l'a analysé il y a un siècle Max Weber, l'éthique de conviction, c'est-à-dire mon avis en fonction de ses convictions, l'éthique de responsabilité, c'est-à-dire on doit assumer les responsabilités qu'on exerce. Et dans un commandement, ou dans une fonction de direction, ou dans une expression, l'éthique de responsabilité vous oblige à faire ce qu'on doit faire, sans forcément renoncer à ses convictions, ou inversement, l'éthique de conviction vous conduit à se crisper sur ses convictions et éventuellement à vous inciter à ne pas prendre ses responsabilités. C'est une situation que tous les gens qui ont eu des fonctions, ça peut exister dans l'administration, dans la politique, dans la presse, dans l'armée, dans les affaires, partout. Mais il se trouve que j'avais été amené par un ami journaliste à inciter à écrire ça. J'avais donc ce livre en train. Les 3 premiers chapitres sont consacrés en effet à 3 types de situations. La première, c'est que quand j'étais tout jeune, en janvier 60, en Algérie, au moment où De Gaulle avait déjà fait le virage du discours du 16 septembre 59 vers l'autodétermination, je me suis trouvé, alors que j'étais un officier plutôt suspect, j'étais à Colombéchard et même en